Bienvenue sur Junko, je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachés et de coachés qui nous partageront leurs expériences et leurs parcours. L'idée est d'être éclairé sur cette jungle du coaching qui déborde d'ambition et de technique. Vous souhaitez soutenir Junko, rien de plus simple. Il suffit de laisser un avis et un joli commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Allons maintenant découvrir notre prochain invité. Bonjour à tous, bienvenue dans le 14e épisode de Junko. Aujourd'hui, je reçois Elsa Kinjohnson, qui est coach spécialisée pour les personnes hypersensibles. Salut Elsa. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin, de nous partager avec plaisir ton expérience, ton parcours et ta vision du coaching. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer comment le coaching est entré dans ta vie ? Alors, c'est très simple, le coaching, il est rentré dans ma vie suite à une rupture amoureuse, en fait, à mes 30 ans. J'ai découvert le coaching comme ça, puisque j'ai tout remis en cause. En fait, c'est mon ex qui s'est barré de la maison, hein, littéralement. Et j'ai remis en cause finalement, toute ma vie, ce que j'avais projeté, comment je voyais finalement ma carrière, est-ce que j'étais sur la bonne voie. Et je me suis rendu compte, en fait, j'étais en train de m'engouffrer dans quelque chose qui ne me ressemblait pas complètement. Je voulais cocher des cases. Et c'était pas les bonnes cases. Donc je me suis reposée sur ça, je me suis rendu compte que je voulais pas finalement être toute ma vie dans le marketing. J'ai beaucoup bossé dans le marketing et notamment en banque en ligne, que j'aspirais à d'autres choses. Je me suis reconnectée à un rêve de petite fille qui était de créer ma boîte, d'être ma propre boss, ma propre patronne. Et j'ai eu à cette période-là une amie aussi, alors je crois qu'elle sait même pas que en fait elle a fait partie de ce déclic, mais une amie qui a lancé son entreprise. Et je me suis dit, mais en fait, si elle le fait, pourquoi pas moi ? Et ça a été le dernier déclic dont j'avais besoin pour me dire, en fait, vas-y, lance-toi, crée ton entreprise. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer ? Au départ, je suis partie sur du conseil. Je voulais faire du conseil à l'insertion à l'emploi pour les jeunes, pour les aider à trouver leur premier emploi. Et en faisant mon étude de marché, en recherchant un peu ce qui existait déjà sur la place, je suis tombée sur le coaching. Alors, je connaissais le coaching, coach sportif, tout ça, mais pas le coaching, finalement, le coaching de vie. Je suis tombée dessus et j'ai adoré, en fait, cette philosophie de se dire que chaque personne, finalement, a en elle les solutions et que, en fait, le coach va juste mettre en lumière tout ça et favoriser l'émergence de ces solutions qui sont déjà dans la personne, qui sont déjà chez la personne. J'ai trouvé ça beau. Et par la suite, je me suis formée, je suis allée dans une école de coaching. J'ai coaché dans le cadre de ma formation. Ça s'est hyper bien passé. Et à la suite de ça, j'ai lancé mon entreprise. Super. Ok. Donc, tu es particulièrement spécialisée pour les personnes hypersensibles. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité ? Alors, c'est une très bonne question. L'hypersensibilité, on en parle de plus en plus, ce qui est bien, mais ce qui vient aussi avec des défauts aussi. On a plusieurs façons finalement de définir l'hypersensibilité. Il n'y a pas de définition purement officielle. Moi, je me suis du coup formée auprès de formatrices de formation. J'ai lu aussi beaucoup sur le sujet. J'ai donné ma propre définition de ce que j'ai vu à droite à gauche et ce qui me semble le plus véridique, parce que j'ai aussi confronté ça à ma vision sur le terrain, j'ai envie de dire, avec les personnes que j'accompagne. J'ai échangé énormément avec des personnes qui se disent hypersensibles. Et il y a 3 choses qui ressortent principalement. On a l'hyperesthésie, l'hyperempathie et l'hyperémotivité. Pour moi, c'est vraiment les 3 piliers de l'hypersensibilité. L'hyperesthésie, c'est tout ce qui est attrait au sens. C'est en fait des personnes qui ont un ou plusieurs sens qui vont être très développés. Ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat. Donc des personnes qui vont être par exemple très sensibles à la lumière, très sensibles au son, qui vont être gênées quand il y a des sons trop forts qui sont inconfortables, et avec une gêne qui est plus importante que la moyenne. Donc généralement, il y a au moins un de ces sens qui est assez développé. La partie hyper empathie, c'est le fait d'être empathique, justement, de se mettre facilement à la place des autres, de comprendre leurs douleurs, de vouloir les aider. On peut aussi, derrière ça, se cache parfois aussi le syndrome du sauveur, la volonté d'aider tout le monde, de ramener tout le monde un peu dans son monde où tout se passe bien. Et on a l'hyperémotivité, qui est souvent le point qu'on cite principalement, en fait, chez les hypersensibles. Et moi, j'ai volontairement choisi de le citer en dernier, parce qu'une personne hypersensible, c'est pas juste, si je peux dire, une personne qui pleure. Parfois, il y a ce raccourci qui est fait, et moi, j'ai rencontré des hypersensibles qui, justement, ne pleurent pas,
qui ont un blocage pour différentes raisons et qui ont du mal à avoir accès à ces émotions, du moins en public. Donc parfois elles peuvent paraître aussi froides, ce qui peut être à l'opposé de ce qu'on entend quand on parle d'hypersensibilité. Mais il y a aussi ce cas-là. Donc hypersensibilité ne veut pas dire qu'il fond en larmes tout le temps, qui est complètement une guimauve. Alors oui, il peut y avoir ce côté très émotif qui ressort par les larmes. Pas uniquement d'ailleurs pour la tristesse, ça peut être des larmes de joie face à un paysage, une belle nature, quelque chose qui nous émeut profondément. Ça va résonner, il va y avoir des émotions qui vont sortir, mais il faut pas en avoir peur. Et ce que je dis souvent, ce qui est du coup vrai, de toute façon, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut voir comme quelque chose qu'il faudrait enlever, qu'il faudrait guérir, qu'il faudrait contrecarrer. C'est une part de nous. Et je le dis, c'est très important de le dire aussi parce que je le dis aujourd'hui, mais moi je l'ai vécu, j'ai envie de dire de l'autre côté, étant plus jeune, parce que j'ai rejeté justement cette hypersensibilité avant de l'apprivoiser, avant d'en faire finalement mon identité, une partie de mon identité. J'ai rejeté cette hypersensibilité parce que pour moi c'était un peu la cause de tous mes maux, tous mes tracas. Et je me suis dit, mais ok, peut-être que je le suis, mais je veux plus l'être. Donc j'ai eu cette lutte-là. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans ce cas-là, à prendre conscience que c'est pas une tare, c'est pas une maladie, c'est pas un défaut. C'est juste une partie de vous. Et c'est important de pouvoir embrasser ça, embrasser cette hypersensibilité. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'hypersensibilité? Est-ce que ça se mesure? Enfin, est-ce qu'on peut... Il y a des degrés d'hypersensibilité? Alors pour moi, il n'y a pas véritablement de degrés. Toutes les hypersensibilités existent, j'ai envie de dire. Il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. Chacun a sa perception, a son niveau finalement d'hypersensibilité. Certaines personnes vont être plus axées sur l'un des piliers, vont avoir une hyperémotivité qui vont être plus forte, ou alors une hyperempathie qui va être plus forte, ou au niveau des sens, ça va être un seul sens qui va être développé, ou tous les sens, ou 2 ou 3. Chacun a finalement sa combinaison, sa couleur d'hypersensibilité, ses spécificités. Et tout ça fait que finalement, chaque personne est unique. Et en fait, qu'on soit hypersensible ou non, on retrouve cette pluralité des personnes, qu'on retrouve du coup aussi dans l'hypersensibilité, le fait finalement qu'on est multiple. On est aussi le fruit de notre environnement. Donc l'hypersensibilité est une caractéristique, ça fait partie de nous. Mais il y a aussi autre chose. Il y a comment on a grandi, comment on a été élevé, les valeurs qu'on nous a inculquées, l'image aussi de nos figures parentales, comment notre sensibilité a été réprimée, acceptée, valorisée ou au contraire dénigrée. Tout ça aussi, ça va jouer sur la manière dont tout ça s'exprime. Comment notre hypersensibilité s'exprime, si on s'autorise à l'exprimer ou si au contraire on la cache, si on la réprime. Donc tout ce qui se passe pendant l'enfance notamment et même après pendant la vie adulte va teinter finalement cette hypersensibilité qui va plus ou moins oser sortir. Il y a des personnes qui sont hypersensibles justement qui ont envie de le cacher parce qu'elles ont l'impression d'être trop différentes des autres. C'est une des caractéristiques qu'on peut retrouver aussi souvent, cette impression d'être à l'écart, d'être un peu sorti d'une autre planète, d'être un extraterrestre et voilà, de pas être comme tout le monde, de ressentir trop les choses, d'avoir l'impression que finalement il y aurait nous, enfin les personnes qui ressentent énormément versus un peu le reste du monde. Alors déjà en termes de stats, il faut savoir que les études disent qu'il y a à peu près 30% quand même, jusqu'à 30% d'hypersensibles, donc c'est pas neutre. C'est énorme. Donc en fait, c'est énorme effectivement. En fait, dans notre entourage, on connaît forcément, soit on l'est, soit on connaît quelqu'un qui l'est. Statistiquement, voilà, avec 30%, c'est quand même assez impressionnant. Et parfois, on ne le sait pas aussi. Donc ça aussi, ne pas être conscient de son hypersensibilité, ça va jouer dans la manière dont elle va s'exprimer. Et dont on va agir et interagir avec les autres. Donc je dirais qu'il n'y a pas de niveau véritablement, mais il y a des expressions différentes de cette hypersensibilité. Après, un dernier point, il y a quand même 2 niveaux ou en tout cas 2 phases qui est justement, est-ce qu'on connaît son hypersensibilité et est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'a intégrée? Donc si on la connaît pas, on se pose pas la question de l'accepter ou pas, on essaye de vivre tant bien que mal, ça peut poser certains soucis parce que finalement on se connaît pas bien, donc on va peut-être pas faire attention à ses besoins, puisque connaître finalement son hypersensibilité, ça fait partie de la connaissance de soi. Mais si on se connaît, si on sait qu'on est hypersensible, est-ce qu'on l'a accepté ou pas? Est-ce qu'on est en lutte avec soi-même en se disant c'est quelque chose que je dois changer, je dois finalement être plus lisse, je dois contenir mes émotions, gérer mes émotions, je déteste ce terme, mais c'est ce qui revient souvent.
ou est-ce que on est en paix avec ça et on s'assume hypersensible et on vit son hypersensibilité, on s'autorise finalement à accepter et à vivre cette hypersensibilité. Il y a certains auteurs... Il y a une petite question qui me vient, pardon, Elsa. Tu parles d'environnement. Est-ce qu'il y a un environnement qui est plus propice à l'épanouissement d'une personne hypersensible, un environnement dans lequel c'est plus facile quelque part d'être hypersensible, où les conditions sont les meilleures? Oui, un environnement où en fait on laisse la personne exister, on laisse la personne telle qu'elle est, exprimer ses émotions, on ne la réprime pas sur le fait de pleurer par exemple, et on la laisse finalement vivre tout ce qu'elle a à vivre. Parfois, on peut entendre un parent dire à son enfant non, ne pleure pas, c'est pas grave, etc. Qui est une manière de rassurer, de consoler. Mais parfois, il faut laisser l'enfant pleurer en fait. Parfois, c'est important de la laisser vivre ses émotions et l'accompagner en disant « Ok, tu pleures, dis-moi comment tu te sens. Est-ce que ça te fait mal quelque part? Est-ce que, peut-être la copine qui t'a poussé, ça t'a blessé? T'as l'impression qu'elle veut pas jouer avec toi? Tu te sens rejeté? » Essaie de faire verbaliser ça. Et en fait, dès l'enfance déjà, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce que les émotions, en fait, c'est des messages qui nous sont transmis. Donc, c'est pour ça que c'est beau d'être hypersensible, parce qu'on a plus de messages. Toutes ces émotions en nous, elles viennent nous dire des choses sur comment on se sent, des choses sur ce dont on a besoin. Et être à l'écoute de ça, ça nous permet d'être plus alignés et plus heureux, en fait. Donc oui, l'environnement est hyper important, oui. Et par rapport à l'environnement professionnel, est-ce qu'il y a des répercussions, quelles répercussions peut avoir justement cette hypersensibilité dans sa carrière professionnelle, dans son environnement professionnel? Alors, il y en a pas mal. Tout comme l'environnement, j'ai envie de dire familial, le contexte social, ce qui compte, c'est l'entreprise dans laquelle on est. Quel type d'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui est orientée bien-être des salariés, qui est à l'écoute, qui laisse les personnes s'exprimer et prendre aussi leur place, avoir des responsabilités, ou est-ce que c'est une entreprise qui va être plutôt à fliquer, à dire tout le temps quand ça va pas, à ne jamais encourager, à rabaisser la personne? En fait, tout ça va avoir un impact un peu plus fort pour les personnes hypersensibles qui sont justement très sensibles à tout ça. Souvent, les personnes hypersensibles, notamment quand elles n'ont pas apprécié et accepté leur hypersensibilité, ont des faiblesses d'estime de soi, se posent beaucoup de questions, se remettent en cause, ont ce syndrome de l'imposteur, se demandent si elles sont à la bonne place, si elles font bien, sont très enclins à prendre ce que disent les autres, donc elles ont peur aussi du regard des autres, et elles ont aussi besoin de soutien, qu'on les encourage, qu'on les valorise, qu'on montre ce qui a été bien, et du coup qu'on soit dans une logique bienveillante d'accompagnement et aussi de reconnaître ce qui est bien fait. Or, c'est pas toujours le cas dans les entreprises. Pour l'avoir vécu aussi, souvent, il n'y a pas cette reconnaissance-là. On dit uniquement quand ça va pas, quand ça va mal. On met parfois beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et si ce stress n'est pas écouté, si on ne sait pas l'atténuer, si on ne met pas en place des stratégies pour pouvoir diminuer ce stress, on peut vite aller droit dans le mur en fait. Et on peut avoir ce qui est burn-out. C'est vrai que les hypersensibles sont assez sujettes malheureusement au burn-out et à des difficultés de ce type, à des dépressions. Ça ne veut pas dire que dès qu'on est hypersensible, on va là-dedans. Non, c'est pas le cas, notamment si on sait s'écouter. Mais c'est vrai ces personnes-là sont plus enclines à finalement tomber en dépression ou aller au burn-out. Et c'est quoi les points forts, pour le coup, d'une personne hypersensible dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel? C'est quoi qu'ils peuvent mettre en avant, qu'ils peuvent justement développer? Qu'est-ce qui est plus facile peut-être du coup pour eux? C'est des personnes qui sont très impliquées. Généralement, la question du sens est assez importante. C'est pour ça que c'est aussi bien de choisir son entreprise par rapport à peut-être une mission qui va être plus grande, qu'on a l'impression de servir quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, savoir pourquoi on fait les choses, c'est important. Et du coup, c'est des personnes qui vont être facilement impliquées, qui vont essayer de tout faire pour que ça marche, que l'entreprise avance, pour progresser, pour aussi maintenir un bien-être. C'est des personnes qui vont nouer des liens plus facilement avec les autres, qui vont aller aussi remonter le moral d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus en difficulté, et qui vont avoir cette attention. Et c'est beau aussi. Alors moi, j'avais une manager sur mon dernier poste qui était hypersensible. Et en fait, on sentait vraiment toute cette bienveillance, cette volonté de nous faire progresser.
qui est très bien en tant que notamment de manager, cette volonté d'accompagner, parce qu'il y a des managers qui sont très, on va dire, en mode flic, il faut faire ci, il faut faire ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et elle était vraiment dans une posture d'accompagnatrice, d'élever finalement tous ses collaborateurs à un certain niveau, de donner aussi de l'information sur ce qui se passait, de la visibilité, et avec une écoute incroyable et une force de travail aussi incroyable. Donc c'est des choses qu'on voit en fait chez les personnes hypersensibles, Ouais, un c'est management intéressant. très positif. Ouais, voilà, c'est intéressant de savoir ça aussi parce que c'est vrai que on sent bien que l'hypersensibilité peut avoir des répercussions difficiles. Hein, du coup, comme tu dis, déjà de le comprendre, déjà de l'identifier et puis après de le dompter quelque part, de savoir un peu de mettre en avant ses forces, ça fait du bien pour pouvoir Oui, avancer parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Puis c'est clairement dans l'air du temps, en fait, tout ce que tu nous dis là, tous ces soft skills. c'est ça. Du coup, c'est quand même très en vogue et très recherché dans le monde professionnel. Donc, c'est plutôt chouette de savoir tout ça. Concernant le coaching, l'accompagnement des personnes hypersensibles, euh, quel est ton accompagnement spécifique? C'est quoi les particularités pour les accompagner justement? Alors, étant donné que c'est des personnes... Alors, de toute façon, j'estime que chaque personne est unique, qu'elle soit hypersensible ou pas, puisque j'accompagne aussi, il m'arrive des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Hein. Mhm. Chaque personne est unique, donc mes accompagnements sont uniques. J'ai un programme, on va dire, phare avec un certain nombre de séances qui est orienté sur le développement de l'estime de soi, puisque c'est vraiment mon cœur, voilà, ce qui me fait vraiment le plus vibrer. Mon envie, c'est vraiment de booster l'estime de ces femmes, les inciter à prendre conscience de leurs valeurs, à développer leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles, pour aller se lancer dans des projets impactants, impacter le monde en fait à leur façon. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'anime. Et j'estime que chaque personne est unique, chaque personne a quelque chose à apporter, a une lumière en elle, en fait, qui demande qu'à briller. Et j'ai envie de faire briller, les aider à faire briller cette lumière. Et je le fais de manière adaptée, justement en m'adaptant à la personne. Où elle en est, quelle est son histoire. Donc il y a toute une phase pour comprendre un peu son histoire de vie. Qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là, à venir me voir, à avoir ses fragilités d'estime de soi. Quel est son contexte. Quelles sont les croyances aussi qu'elle a pu intégrer et ces croyances qui la limitent aujourd'hui pour avancer. Les choses donc auxquelles elle croit qui la bloquent en fait. Et puis j'adapte vraiment en fonction de là où elle veut aller et là où je sens aussi qu'elle peut aller. Il y a ce côté intuition qu'on a souvent chez les hypersensibles, parce qu'il y a ce que la personne nous dit, ce qu'elle veut, et il y a ce qu'elle veut réellement. Et au début de l'accompagnement, elle sait pas toujours ce qu'elle veut réellement. Elle affiche un besoin, on va travailler dessus, une envie, et en fait, il se passe des choses au cours de l'accompagnement, et parfois, il y a des blocages qui se lèvent, et elle se reconnecte finalement à ce que je disais tout à l'heure, à ce rêve d'enfant, mais qu'elle n'osait pas assumer en disant, j'ai envie de sortir un recueil de poèmes, par exemple. Mhm. J'ai envie d'écrire un livre. Mais en fait, elle n'osait pas le dire. Au début de l'accompagnement, notamment quand on a une faible estime de soi, on a du mal à dire, à faire rêver la personne, à dire moi je veux ça, je suis capable de ça, on s'en sent pas capable. Donc l'idée tout au long de l'accompagnement, c'est de finalement renforcer cette estime pour que la personne ait accès à ça et se rende compte que c'est possible. Et je le fais avec beaucoup de questionnements que je pose. Je mets la personne face à des questions qui sont parfois un peu qui peuvent la chambouler. J'utilise aussi toutes les techniques d'analyse transactionnelle, des tests de personnalité. Je m'adapte vraiment en fonction de ce que la personne a déjà fait. Parfois, elle a déjà fait du développement personnel un certain nombre de choses. Donc, on va aller tester d'autres choses, plus dans le questionnement et plus aussi des techniques un peu créatives. J'aime bien utiliser tout ce qui est l'écriture, les faire écrire sur leur vie, écrire des lettres d'amour sur elles-mêmes, des choses comme ça. La musique aussi. On peut écouter des chansons, analyser des paroles de chansons. J'utilise en fait tous les outils à ma disposition en fonction de moi, ce que je ressens et de ce que la personne aime faire. Donc si elle aime la musique, on va utiliser la musique. Si elle est plus dans l'écriture, je vais lui demander écrire ce qu'on appelle donc des flots de pensée pour évacuer ses pensées, qui a aussi beaucoup d'effets bénéfiques. Et là, depuis quelques mois, je suis en train de me former aussi à la sophrologie. Donc je vais intégrer ça aussi, je commence à le faire petit à petit, cet outil à mes accompagnements, pour permettre vraiment une reconnexion à soi. La sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui permet vraiment de se réaligner entre finalement ses pensées, son corps, d'avoir une harmonie entre ses pensées, son corps et ses émotions, avec tout un travail
de parole, de un peu qui est lié à la méditation, entre la méditation, l'hypnose, enfin voilà, je vais pas tout détailler ici, mais c'est une technique, des techniques très intéressantes pour pouvoir se reconnecter à soi et mélanger aussi à du coaching, ça donne des effets vraiment intéressants. Donc il y a pas Super. d'outils ou de OK. structure vraiment Ouais, phare, ouais, c'est très adapté et très très unique. personnalisé à la personne. Bon, Elsa est une boosteuse d'estime. C'est l'expression que tu m'as donnée et C'est ça. c'est joli, c'est chouette. Ouais. Heu, on m'a posé la question quand, tu vois, j'ai dit à mon entourage: «Tiens, je vais interviewer une coach qui est spécialisée dans l'hypersensibilité». On dit: «Bah, tiens, est-ce que tu peux lui demander comment on gère son hypersensibilité devant un collectif?» Alors, comme je disais tout à l'heure, le terme «gérer», moi je suis pas fan. Parce que gérer, ça donne l'impression que finalement il faudrait contrôler, qu'il faudrait enfermer, emprisonner cette hypersensibilité et ne pas la laisser s'exprimer et du coup se réprimer soi-même. Ce qui a un effet négatif, notamment sur l'estime de soi, parce qu'en se réprimant, en fait, on envoie un message à son cerveau qui dit en fait, je ne suis pas aimable tel que je suis et je n'ai pas le droit d'être tel que je suis. C'est pas acceptable et du coup, je dois changer. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange et qui a des effets négatifs. Donc, je préfère parler d'apprivoiser, notamment sur l'hypersensibilité, Mmh mh. comment apprivoiser son hypersensibilité et être plus à l'aise avec ça au quotidien. Euh, sur la partie collectif, alors tout dépend du collectif qu'on a en face. Est-ce que c'est un collectif amical, familial ou par rapport au domaine professionnel? Donc là, la question est large. Je ne sais pas si tu avais des précisions par rapport à ce Non, collectif. j'avais pas de précision effectivement, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement sur la notion de gestion, de gérer, c'est vrai que finalement on peut être aussi soi-même, partout et d'accepter déjà de faire ce travail-là. Je pense qu'effectivement ça peut, vraiment nous aider et justement tu parlais d'entourage de, Mhm. professionnel ou familial. Heu, est-ce que tu aurais des conseils à donner, à quelqu'un justement qui fréquente, soit, sur le plan pro ou perso, qui fréquente quelqu'un qui est hypersensible? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, pour les aider justement à s'épanouir ou du moins de ne pas les mettre en difficulté, quoi? Mm. Alors, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'en parler, de le dire, donc que ce soit dans une relation amicale ou d'une relation plus amoureuse, on va dire, de dire qu'on est hypersensible, d'expliquer ce que c'est, parce que la personne ne le sait pas forcément, d'être dans cette relation de compréhension, de dire bah peut-être qu'à certains moments je vais réagir d'une manière qui pour toi va te paraître exagérée, mais en fait c'est pas de la simulation, c'est pas de l'exagération, c'est juste comment je suis et comment je vis les choses. Je vis les choses de manière un peu plus intense et voilà, c'est quelque chose avec lequel tu vas pouvoir t'habituer. Ne sois pas non plus triste. Quand tu me vois par exemple pleurer, parce qu'en plus je peux pleurer de joie, et en fait j'ai besoin que tout ça se passe. Si je prends mon exemple personnel, pendant longtemps, or ça arrive beaucoup moins maintenant, mais mon compagnon, quand il me voyait pleurer, il me disait ne pleure pas. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est pire. Parce que ces émotions, elles ont besoin de sortir, elles ont envie de sortir. Et je me sentais frustrée quand il me disait de pas pleurer parce qu'en fait, il y avait rien de négatif pour moi. C'était juste une émotion qui passait, qui me traversait. Et j'avais presque le sentiment que je devais, finalement me taire en fait et réprimer qui j'étais, réprimer ce qui se passait. Mmh. Donc éviter même si ça part d'un bon sentiment, on n'a pas envie que la personne se sente mal, se sente triste, on a envie de l'aider, C'est ça, mais on peut faire un juste petit câlin au passage, il y a pas de voilà, c'est souci. ça. Montrer Mais qu'on est là, si la personne a besoin, si elle a besoin mmh, d'un câlin, si elle a besoin de soutien, elle peut aussi l'exprimer. Après, à la personne aussi d'exprimer son c'est besoin. besoin Mmh. par la suite. Mais laisser l'expression de ses émotions, en fait, couler et ne pas chercher justement à les gérer. Ne pas chercher à finalement vouloir contrôler, à vouloir couper court à l'émotion. Parce que Mmh. parfois, il y a cette volonté de se dire, ah, la personne pleure, c'est dommage, c'est triste, je vais arrêter ça. Avec ce côté Ouais, un peu une casquette de sauveur de, c'est ok, ça. Ouais. voilà, je vais te faire un câlin et tout sera Ouais, donc fini. quelque part, en fait, écouter, prendre, enfin voilà, laisser cours à l'émotion de l'autre, mais prendre conscience aussi que c'est sa particularité, elle fonctionne comme ça et donc
ne pas vouloir à tout prix la rendre moins triste ou etc. Que finalement pas le prendre pour soi aussi parce que ça doit être compliqué pour Oui. quelqu'un quand on a envie de voir épanouie, qu'on apprécie, de voir un peu, de voir qu'elle est pas bien, mais en fait voilà de comprendre et puis de pas vouloir contrôler et de laisser aller et de prendre de la distance aussi quoi. Oui, c'est ça. Et puis en fait, à vouloir gérer justement ces Mmh. émotions, il y a un effet contre-productif. C'est que, et là je vais revenir aussi un peu sur la question d'avant, sur le collectif, c'est qu'en fait, si on a une émotion très forte qui arrive, on peut, euh, on peut avoir tendance à se dire, ah, il faut pas qu'elle sorte. Par exemple, si on est dans une situation au travail ou autre, Ouais, on se ouais. dit, c'est C'est pas pas adapté. acceptable. Alors Voilà. après Mmh. ça se discute. Mais Mmh. disons, on Mmh. peut se dire, c'est pas acceptable, il faut que je fasse quelque chose. Mais rien que le fait de se dire, il faut que je fasse taire cette émotion, de vouloir la contrôler, en fait, ça va faire grandir l'émotion et ça peut justement faire grandir ce phénomène et cette émotion et cette impression désagréable aussi. Donc le fait de vouloir la contrôler, de vouloir finalement appuyer dessus et la réduire, mais en fait, elle a encore plus envie de prendre de la place, de prendre de l'élan, en se disant mais moi on m'écoute pas, pourquoi on m'écoute pas? J'ai ma place, j'ai quelque chose à dire. Et elle va grossir, on va ressentir des choses encore plus fortes. C'est pour ça, c'est comme le lâcher prise. Quand on s'accroche à quelque chose, en fait, parfois c'est beaucoup plus simple de lâcher, même si ça peut, c'est simple à dire, mais c'est pas toujours facile à faire, mais de lâcher que de voir s'accrocher coûte que coûte en fait à quelque chose. Mmh. Parce que quand on lâche, voilà, on libère et on voit ce qui se passe. L'émotion, en fait, elle est très courte. Elle passe, elle dure quelques secondes. Après, l'émotion, elle peut se transformer en sentiment et c'est ce sentiment-là qui va durer dans le temps. Mais l'émotion, c'est quelques secondes. Ça se passe, on a des sensations dans le corps, des frissons, peu importe, de la chaleur, le cœur qui bat, etc. Mais elle dure quelques secondes. Donc le Mmh. fait de se dire, on va laisser cette émotion passer, ça peut déjà calmer un peu, au lieu d'essayer de se battre avec elle, en fait, de se battre contre elle, finalement. Et Donc en fait, tu es puis, en train de nous dire qu'il faut la vivre et la laisser passer. Enfin, faut donc on se met quoi un peu dans notre bulle. Comment on le vit. ça va dépendre effectivement des situations où on est, avec qui on est, dans quel contexte familial, amical ou professionnel. Mais déjà, si on peut s'isoler, ça peut être une bonne solution de D'accord, s'isoler, de se recentrer sur soi, d'accord. de faire de la respiration. Mais ça, on peut même le faire avec du monde, hein. Une vraie respiration, en respirant du coup une respiration abdominale, en Mmh, respirant avec le ventre. mmh. Ça peut se faire même en public, sous un bureau ou autre, ou même parfois debout, sans que quasiment personne ne le remarque. Donc prendre le temps de respirer avec le ventre, comme quand on est couché, en fait, on a le ventre qui se gonfle, Ouais, et respirer pleinement comme ça. Parce que souvent, on respire par le haut, et en fait, c'est pas une respiration qui détend, qui ouais, calme, ouais. et qui augmente finalement vraiment la capacité respiratoire. Donc respirer par le bas, ça permet de réguler un peu tout ça, de calmer un peu les émotions, et ça peut être déjà une bonne D'accord. façon de faire, de le Donc faire on dans sent l'instant. l'émotion arriver. Des fois, on n'a pas forcément envie non plus de l'exprimer Mhm, au vu des personnes qu'on a en face. c'est ça. Éventuellement, on s'isole, on se ressent sur soi, on respire un petit peu. C'est vrai que c'est rassurant de se dire l'émotion, effectivement, elle dure que quelques secondes. Oui, Donc, une fois qu'elle est passée, voilà, elle sera passée. Mais le tout, c'est de pas lutter contre. Ok, oui. ça marche. Est-ce que tu as une histoire à nous partager d'une personne que tu auras accompagnée, qui t'a particulièrement marqué, dont la transformation, le cheminement, bah ouais, t'a particulièrement marqué, que tu veux nous partager aujourd'hui? Oui, j'ai une personne en tête. On va l'appeler Camille. C'est pas son prénom, c'est un prénom fictif, mais Ouais, j'ai accompagné du coup Camille. Camille, donc c'était une personne hypersensible. Quand elle est venue me voir, elle était au chômage. Elle était avec un niveau d'estime d'elle-même qui était assez faible. Elle sortait plus trop de chez elle. Elle doutait beaucoup d'elle. Elle avait peu confiance en elle. Elle était aussi en couple et ça se passait, bon, on va dire relativement bien, mais elle avait beaucoup de doutes, de fait qu'elle doutait d'elle-même, elle doutait aussi de son couple. Elle avait du mal finalement à s'imposer aussi dans la relation, à vivre la relation de manière apaisée, et elle fuyait les conflits avec son compagnon. Elle ne s'affirmait pas, elle n'affirmait pas ses besoins, elle exprimait pas ses besoins, elle fuyait vraiment toutes les tensions qu'il pouvait y avoir, et il n'y avait pas de discussion.
Et elle sentait bien que c'est quelque chose qui la gênait, qu'elle n'était pas pleinement épanouie. Donc on a travaillé ensemble et elle a commencé à s'ouvrir davantage. Elle a retrouvé un travail déjà qui l'a permis de s'épanouir aussi et de ressortir de chez elle. Elle a commencé à travailler sur son estime d'elle-même, son amour d'elle-même qu'on est allé renforcer. Elle a commencé à prendre du temps pour elle, à faire attention à elle, à sortir seule aussi, chose qui était compliquée. Elle était souvent collée à son compagnon. Elle ne savait plus faire les choses finalement seule. Bien sûr, on a travaillé sur cette partie aussi émotionnelle, puisqu'elle avait beaucoup d'émotions qui arrivaient, qui étaient parfois difficiles pour elle. On a appris à réguler ses émotions, à les écouter, à comprendre le message, à travailler sur ses respirations, tout ça, et à comprendre finalement que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, et que l'émotion, comme un messager, elle vient nous déposer un message. Et c'est important d'écouter ce message pour ensuite agir en conséquence et agir de manière alignée à qui on est, à ce qu'on veut. Donc on a fait tout ce travail-là ensemble, et je l'ai vu reprendre finalement pleinement goût à la vie. Je l'ai vu du coup s'épanouir dans son travail. Je l'ai vu dire non à son compagnon. Je l'ai vu aussi imposer finalement ses pensées auprès des autres, auprès de sa famille où il y avait aussi quelques soucis de ce côté-là. Et rayonner, commencer à être finalement acceptée, à apprivoiser son hypersensibilité, à la comprendre, à mieux la vivre en fait. Et elle m'a dit une chose qui du coup m'a marquée, que je garde dans mon cœur, parce qu'enfin en tant que coach c'est toujours très très appréciable. Elle m'a dit en fait il y aura un avant, un après ce coaching. Ouais. Ça m'a bouleversée. Bah oui, c'est beau. C'est beau, et puis c'est du sens effectivement à ce que tu fais, quoi. Donc c'est chouette. Bravo. Merci. Concernant ton entreprise, donc tu as dit tu t'es raccroché à ton rêve d'enfance de monter ta boîte. Est-ce que tu as une stratégie de développement pour ton activité de coach, bientôt de sophrologue, enfin pour toute cette activité de boosteuse d'estime? Oui. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, donc notamment je suis présente sur Instagram. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Un chemin vers soi, où je parle de développement personnel, hypersensibilité, confiance en soi, tous ces sujets-là. Et j'ai envie pour 2024, donc là je suis en train de construire mon plan 2024, de renforcer en fait la partie podcast et de retravailler encore sur mon branding. Donc ça va être quelque chose qui est vraiment qui va être clé pour moi pour les mois et les années à venir, puisque en fait quand je dis branding, c'est vraiment ma marque, c'est la manière dont je me présente, c'est ce que j'offre. J'ai été beaucoup jusqu'à présent sur du contenu, des astuces, des tips, du savoir en fait que je transmettais. Ouais. Et j'ai de plus en plus envie de transmettre. Je le fais déjà, mais voilà, je peux aller encore un cran au-dessus, de transmettre finalement plus un état d'esprit, d'être plus la petite voix qui va vraiment motiver, qui va encourager, qui va permettre à la personne d'avoir ces déclics, ces choses que je fais en séance, que je fais en coaching, mais que au-delà de ça, sur les réseaux notamment, on voyait pas forcément ou pas assez. Et du coup, j'ai vraiment envie de développer ça, de pouvoir être au plus proche des gens, de pouvoir vraiment être un peu la voix dans leurs oreilles, notamment avec le podcast qui va les booster, qui va leur faire se poser les bonnes questions pour avancer. J'ai vraiment envie de remettre ça au cœur de mon activité, et du coup de finalement revenir aussi à moi et à ce qui me fait vibrer. Parce que je me suis rendu compte, alors ça peut paraître paradoxal, jette les gens à être à être eux-mêmes. Alors les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, dit-on, mais j'ai eu une petite phase où en fait j'ai eu envie, c'était pas conscient à la base, mais où je me suis un peu lissée. Je me suis rendu compte que je m'étais un peu lissée pour faire un peu comme tout le monde, en se disant s'ils le font, c'est que ça marche. Et du coup, ne pas oser finalement complètement sortir du cadre. Alors, il y a des choses que j'ai faites tout de même, mais je me suis rendu compte, je me suis moi-même limitée en fait en me disant ça se fait pas. Et en fait, si je le fais, ça va être bizarre et puis peut-être ça va pas plaire. Et pour 2024, j'ai vraiment envie d'exploser ça et de me dire, mais en fait, c'est pas parce que personne le fait que ça ne doit pas être fait. Et je dis ça, c'est une phrase que j'ai entendue dite il y a quelques jours au Bichot, en fait. Le Bichot, c'est un séminaire business organisé par Aline de The Bee Boost. C'est une personne que j'adore et que je suis
que je suis régulièrement. Et elle a dit cette phrase, en fait, qui m'a vraiment marquée au point, justement, enfin, où j'en étais avec les réflexions que j'avais à ce moment-là, de se dire vraiment, ce n'est pas parce que les autres ne font pas quelque chose que toi, tu n'as pas le droit de le faire et que c'est pas quelque chose qui va, toi, t'aider et avec lequel tu es aligné. Donc, j'ai vraiment envie de rayonner aussi, moi, parce que j'aide les autres à rayonner, mais de rayonner Bien tel que je sûr. suis aussi. Ouais. Ça, c'est un peu j'allais dire les limites, mais des réseaux sociaux où effectivement, voilà, il y a les retours, il y a ce qui se fait, effectivement, et ça peut, c'est bien effectivement de se recentrer sur soi pour pouvoir s'épanouir et puis pour que ta clientèle voit vraiment à qui ils ont affaire et C'est puis ça. l'authenticité, c'est important, c'est vrai. Ouais. Oui. Ouais. Ok, ben merci beaucoup Elsa. Je vais te poser une dernière question. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de notre échange aujourd'hui? Alors, on a dit beaucoup de choses. Qui me semble important, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de retenir qu'en fait, on est tous uniques et on a tous notre place dans le monde. Peu importe où on en est aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle on est, si elle nous satisfait ou pas, si on a peut-être l'impression de pas être à la hauteur, de pas avoir de qualité, de pas avoir de force, de rien avoir à apporter au monde, on a tous quelque chose à apporter au monde, on a tous de la valeur. Et ce qui est important, c'est de se recentrer sur soi et d'apprendre à découvrir cette valeur-là, d'apprendre à la faire ressurgir, de se reconnecter à ça, parce qu'on est tous des belles personnes. Et or, c'est peut-être un peu bisounours, mais c'est vraiment ma vision des choses, ma vision du monde. C'est qu'on a tous quelque chose à apporter et toutes les personnes qui nous écoutent ont quelque chose à apporter. Donc, oser sortir du cadre, justement, oser faire des choses qui vous tiennent à cœur, même si elles vous font peur. En fait, ce qui fait peur, pour moi, c'est qu'il faut y aller. Le bonheur, il est hors de votre zone de confort. C'est vraiment ce que j'ai envie que les gens retiennent aujourd'hui. Merci Elsa, beaucoup. C'était un très bel échange et puis plein de conseils très très riches. Vraiment, merci beaucoup. Je vous invite tous et toutes à aller voir le compte Instagram d'Elsa. Je vais mettre en lien, bien sûr, dans les notes de l'épisode et d'aller écouter le podcast Un chemin vers soi, d'aller découvrir tout ça. Puis on sera ravis d'avoir vos retours. Merci Elsa. Très bonne continuation. Merci écoute, à toi. hâte de voir tout ce que tu vas faire en 2024 et d'en découvrir du coup encore plus sur toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour la suite des aventures. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, Elsa. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'actualité de Junko sur le compte Instagram Junko-coaching. Je serai ravie d'échanger avec vous et de recevoir vos suggestions. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.